Aujourd'hui, on parle beaucoup de capitalisation d'expérience, capitalisation des organisations, communauté apprenante, organisation apprenante, knowledge management, et j'en passe. On aimerait bien vous entendre sur tous ces concepts dans lesquels chacun d'entre nous, on essaye de développer nos compréhensions. On y arrive, on n'y arrive pas, on se mélange. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur tout ça? Oui, alors, volontiers. La capitalisation d'expérience, je viens de commencer à la définir, mais je vais la caractériser encore un peu plus, justement par différence avec les autres concepts. Par définition, c'est une transformation de flux en stock. Le flux, c'est-à-dire que les connaissances, les informations sur le réel, les retours sur sa propre action, ils sont permanents. Donc il y a vraiment un flux d'apprentissage. Le cerveau est en permanence nourri par de nouvelles informations, par de nouvelles images. Une partie non négligeable de l'apprentissage se fait en continu. Néanmoins, pour que ce soit utilisable au niveau collectif, il faut effectivement un temps pour mettre en forme, pour structurer, pour mettre en mots même ce qu'on a appris. C'est pour ça qu'on parle de capitalisation, transformation d'un flux en stock. Deuxièmement, pour les raisons que j'ai dites, en général, ça implique un collectif, un réseau, une communauté, peu importe, je reviendrai tout à l'heure sur ces termes. Mais c'est bien la confrontation de son expérience avec les expériences des autres dont on attend un savoir qui nous sera utile. Troisièmement, en termes temporels, c'est l'idée qu'il y a des moments où on lève le nez du guidon. La capitalisation de l'expérience prend du temps. Elle n'existe pas sans une volonté politique. C'est pas si naturel que ça, j'insisterai à plusieurs reprises là-dessus. Donc l'idée de la capitalisation d'expérience dit, un peu comme l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour parler, un temps pour se taire. Ben, il y a un temps pour agir, et puis il y a un temps pour mettre en commun ce qu'on a compris et élaborer. Dans une dynamique comme celle-ci, c'est pas le sociologue qui a la pensée sur la société qu'il transmettrait aux autres, il est un professionnel parmi d'autres avec son regard, mais les acteurs ont leur propre capacité d'élaboration et de réflexion sur la société, et ceci est extrêmement important. Ce ne sont pas des corps différents, encore une fois, qui pensent et qui agissent, ce sont plutôt des étapes différentes dans la vie d'un collectif. Alors, capitalisation d'une organisation. C'est l'application de la notion précédente, mais effectivement à une organisation particulière. Je commencerai par une anecdote. J'étais tellement convaincu de l'importance de cette démarche de capitalisation que dans les années 80, notre fondation a créé une ligne de crédit pour appuyer la capitalisation d'ONG, avec l'idée que leur mode de financement habituel, précisément, ne leur permettait pas de lever le nez du guidon et qu'il était nécessaire de faire un apport de financement extérieur pour leur donner cette chance. Et je me souviens d'une grande organisation à qui on avait offert la possibilité de capitaliser son expérience sur son action dans le domaine de la santé. Ils avaient soutenu 200, 300 projets dans le domaine des soins de santé primaire. C'était une des grandes orientations de la coopération internationale à l'époque. Cette organisation nous a rendu l'argent en nous disant il n'y a pas d'archives. On est passé d'un discours à l'autre, mais ce discours était nourri par notre idéologie et pas parce qu'on avait appris du réel. Donc, pour qu'il y ait capitalisation de l'organisation, il faut déjà qu'il y ait un flux d'informations qui se construisent au quotidien.
on ne peut pas subitement découvrir la nécessité de réfléchir, parce qu'à ce moment-là, la réflexion est coupée du quotidien. Et du coup, on va l'emprunter dans des bouquins, dans des universités, je ne sais où, mais certainement pas de son propre vécu. Le propre d'une démarche de capitalisation dans une organisation, et ça rejoint le point précédent, c'est la création de périodes sabbatiques. C'est-à-dire, il est un temps où il faut s'arrêter de s'activer, il faut s'arrêter de s'agiter, il faut arrêter éventuellement de confondre action et agitation, action et activisme, et il faut s'asseoir et ensemble réfléchir. Encore faut-il que c'est une portée concrète. Et donc, encore faut-il que l'organisation soit conçue pour dire, à l'issue de cette période, j'adopterai une nouvelle orientation. C'est ainsi que, par exemple, la fondation que j'ai dirigée pendant 30 ans s'est organisée sous forme de périodes sabbatiques, tous les 5 ans ou 10 ans, mais des périodes sabbatiques longues, de 6 mois ou 1 an, où on dit on continue à appuyer ce qu'on a toujours appuyé, mais notre énergie est maintenant consacrée à essayer de comprendre ce que l'on a fait et en tirer de nouvelles orientations. Et effectivement, ça a provoqué à chaque fois une bifurcation considérable. Ce que j'ai appris de la capitalisation d'expérience des organisations, c'est aussi son caractère corrosif. Quand nous avions cette politique de soutien à la capitalisation, et qu'un partenaire venait dire nous on aimerait bien avoir 50 000 euros, 100 000 francs de l'époque, 200 000 francs pour nous aider parce que nous on n'a pas les moyens, il dit d'accord, à une condition, est-ce que vous êtes conscient que vous allez rentrer en crise? La capitalisation c'est corrosif. Pourquoi? Parce que toute organisation se nourrit d'un récit mythique. Et quand elle retourne sur le réel, le mythe s'effrite, voire s'effondre. Le meilleur exemple, c'est les organisations de l'économie sociale et solidaire, si vous voulez, qui vivent toutes sur l'idée un homme, une voix, processus collaboratif. Mais quand on analyse de près leur gouvernance, en règle générale, on l'a fait, justement, ça fait partie des corrosions, on l'a fait au Chili dans les années 80. Subitement, on s'apercevait, notamment dans un contexte de dictature, que ces organisations étaient créées par des personnages charismatiques, et qu'en réalité, c'était un pouvoir paternaliste extrêmement fort, qui était déguisé sous un habit d'unanimisme et de démocratie idéale. Et de même, dans la plupart des organisations, il y a des cadavres dans tous les placards. Et la capitalisation, ça sert à ouvrir les placards. Bon, donc capitalisation apprenante, c'est l'idée qu'effectivement, le flux quotidien ne permet pas de prendre ses distances et de réfléchir réellement aux organisations. C'est une hypothèse de travail collectif. C'est pas le fait d'un petit groupe autour du directeur général qui construit la capitalisation. C'est l'ensemble des membres. C'est toujours l'idée du choix optimiste que les acteurs eux-mêmes sont capables de sortir de la routine et sont capables d'avoir une réflexion critique sur leur action. Communauté apprenante. D'abord, il y a l'idée de communauté. C'est-à-dire de gens qui se reconnaissent mutuellement comme ayant des intérêts communs. Parce que le partage, c'est quand même se déshabiller devant les autres. Le reste, c'est de la pub. Et donc, on ne se déshabille pas devant n'importe qui. Donc, il faut, dans communauté apprenante, il y a le mot communauté. Je me sens appartenir à cette mouvance, j'ai envie de réfléchir avec les gens, j'ai envie de mettre sur la table mes doutes, mes découvertes, sans risquer le jugement. Qu'est-ce que tu racontes là? Il y a une espèce de... Voilà. Et donc ça prend des tas de formes, des clubs, des réseaux plus ou moins informels.
quand est-ce qu'une communauté devient apprenante? C'est quand effectivement elle devient convaincue de l'intérêt de capitaliser sur l'expérience, de se nourrir de l'expérience des uns des autres, quand elle devient convaincue qu'elle fera mieux si elle est capable d'avoir tiré toutes les leçons de son action quotidienne et de la tirer ensemble. Donc dans l'idée de communauté apprenante, il y a une idée de butinage. Le pollen que je vais aller prendre sur une fleur viendra féconder la fleur d'à côté, l'idée de butinage. Il y a l'idée de dissémination. Parce qu'on va pouvoir mettre en forme des idées en commun, on sera mieux en mesure de prendre la parole et de le diffuser. Dans le monde de l'entreprise, encore une fois, qui est le seul réellement organisé pour mobiliser l'expérience, ça prend souvent une forme professionnelle des conseils aux entreprises. Là encore, c'est un monde extérieur à l'entreprise qui fait ça, qui va d'une entreprise à l'autre, qui diffuse l'innovation, c'est comme ça que souvent ça se passe. L'idée d'une communauté apprenante, c'est une idée beaucoup plus collégiale, beaucoup plus collective. On va être en mesure de mieux agir demain parce qu'on aura été en mesure de se nourrir. Alors, une communauté apprenante, beaucoup sont des communautés apprenantes sans le savoir, si je puis dire, de manière naturelle. Ça utilise de multiples moyens. C'est d'abord la machine à café. C'est complètement essentiel, la machine à café, parce que c'est à ce moment qu'on se raconte les petites histoires qui sont les plus significatives. C'est la lettre d'information. Et puis, effectivement, c'est ce temps collectif fort que peut être la capitalisation de l'expérience de la. Alors, une organisation apprenante, c'est encore une notion un peu différente. Au fond, une des grandes questions de la réflexion sur les organisations depuis 50 ans, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un modèle à l'autre? Le modèle traditionnel de l'organisation est un modèle mécanique. Il y a des fonctions, il y a des missions, il y a des objectifs individuels qui sont fixés aux individus, et comme si le dessin de l'organigramme, si vous voulez, fixait les objets, les méthodes de l'entreprise presque une fois pour toutes. De même que dans le domaine territorial, l'écologie industrielle et territoriale a été un mouvement qui a consisté à dire mais notre système mécanique de la civilisation industrielle doit être remplacé par une vision plus inspirée par les écosystèmes, où on s'intéresse beaucoup plus aux échanges entre les parties du système. De même, les modèles d'organisation qui naissent petit à petit face à ces modèles mécaniques ou d'horloge, ce sont des modèles beaucoup plus neuronaux. Comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau apprend, et au fond de se dire, mais notre cerveau apprend en permanence, et les travaux sur le fonctionnement du cerveau montrent qu'on a à la fois des représentations très stables et en même temps des représentations qui évoluent dans l'immédiat, au contact du réel. Comment faire en sorte qu'une organisation collective puisse avoir cette même richesse? Et ça, c'est évidemment renforcé par toute la réflexion sur l'intelligence artificielle qui s'est précisément intéressée aux conditions dans lesquelles un organisme artificiel, comme un robot, apprend. Donc ça, c'est l'organisation apprenante. Elle suppose un état d'esprit, d'abord, un état d'esprit et une capacité à réunir de l'information. C'est ce que j'ai rappelé à propos de la capitalisation d'expérience avec les expériences amères qu'on a faites de gens qui n'étaient pas en mesure de mobiliser la connaissance. Il n'y a d'organisation apprenante que s'il y a une capacité permanente de recueillir de l'information sur ce qu'on fait. Essayez de concevoir la Fondation comme une organisation apprenante, et
un des éléments essentiels, c'était les bases de données qu'on avait en commun de notre vie quotidienne. Si on ne recueille pas d'informations sur le vécu quotidien, il y a fort à parier que le jour où on voudra en faire la capitalisation, on décollera complètement du réel pour tenir un discours sur le réel, mais qui n'a rien à voir avec lui, si vous voulez. Donc, créer une organisation apprenante, ça implique des dispositifs et ça implique des disciplines collectives de mise en commun au fur et à mesure de la vie, des réflexions, quitte à avoir effectivement après des temps forts, où cette fois-ci on met les choses en commun et vraiment on capitalise. Donc il y a très très peu d'organisations qui en réalité sont organisées en organisation apprenante. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas. Je dirais, encore une fois, hein, comme le cerveau, en permanence, on est confronté à des données nouvelles, mais dès lors qu'on dit donc je veux tirer parti de cela, alors là, on s'organise en fonction de ça, aussi bien sous forme des disciplines pour collecter l'information immédiate, si vous voulez, éphémère, que pour organiser les rythmes, les dispositifs qui permettent de dire il y a un temps pour agir, il y a un temps pour réfléchir. Alors, disons que le knowledge management est un concept un petit peu fourre-tout qui réunit un peu toutes ces idées, qui est simplement l'affirmation, effectivement, du fait que les organisations, les collectifs humains évoluent, se nourrissent de leurs propres apprentissages, qu'une des richesses principales d'une organisation, c'est son capital immatériel, les savoir-faire et les savoir-être qui vont faire en sorte que chacun puisse bénéficier de la connaissance des autres, et c'est du coup l'organisation des disciplines et des dispositifs qui permettent de le faire. Avec des dimensions sémantiques, que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, mais qui sont très importantes, qui est pour organiser des grandes masses d'informations, il faut être capable de désigner les choses dont on parle et de reconnaître que identifier ce dont on parle, relier les différentes questions dont on parle, fait partie intégrante du processus de connaissance. J'insiste toujours sur l'idée élémentaire que pour gérer la complexité, il faut déjà faire représenter. Et déjà, pour une organisation, je prends l'exemple d'une organisation comme la nôtre, on a 25 000 comptes rendus informatisés. À 25 000 comptes rendus informatisés, si on n'a pas fait l'effort de bien les indexer, de désigner ce dont on parle, de se mettre d'accord sur la manière dont on en parle, ben c'est un vrac. Donc le knowledge management, c'est de dire ça recouvre l'ensemble de ces mécanismes par lesquels une communauté, une organisation, tout simplement peut progresser et produire sa propre connaissance pour informer sa propre action.